Ina, podcast. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Mariage putatif, un film radiophonique de Guy Rotter, avec Marcel André, Nelly Delmas, Jean Negroni, Gaëtan Jor, Jacqueline Rivière, Claude Dasset et Charlotte Clasis. Bruitage Jean Berriac, prise de son Jean Deleron, opérateur Geneviève Laureau, assistante Marie Vouilloux. Réalisation Pierre Billard. Je suis Madame Armande Berlet-Thibert. Vous me voyez en gré, madame, de devoir troubler votre douleur. Je sais vos obligations, monsieur le commissaire. Parlez, je vous répondrai. Je vous remercie. Quelques questions d'abord d'ordre antérieur. Je vous en prie. Voyons, ici, au 196 boulevard Haussmann, les bureaux représentent-ils le seul centre d'activité à Paris de monsieur Berlet-Thibert? Oui, l'usine Berlet, enfin, les tréfileries proprement dites sont à Cherbourg. Mais la direction est ici, sur le même palier. Oui, par conséquent, la vie de monsieur votre mari s'écoulait presque toute à vos côtés. Bien entendu. J'ai vu en effet que seule la lingerie séparait l'appartement de la double porte du bureau directorial. Et puis de toute façon, un téléphone intérieur était branché directement sur le combiné de ma table de chevet. Alors, madame, pardonnez-moi, mais maintenant, à la réflexion, si vous tournez vos regards vers les jours qui ont précédé, l'attitude de monsieur Berlet-Thibert aurait-elle pu laisser prévoir... Oh, j'essaye. Je ne fais que ça. Je me frappe la tête sans arrêt contre le souvenir de ces jours. Mais je trouve rien. Rien. Oui, je comprends. Je crois savoir qu'il s'agissait d'un homme de caractère égal. Pas toujours. Ah? Non, je dois vous dire, monsieur le commissaire, que mon mari, il y a 6 mois, a fait une sorte de dépression nerveuse. Ah. Et quelle raison alors à cet état particulier? N'en sachant pas, je m'en étais ouverte à monsieur Liénard. Monsieur Marcelin Liénard? Oui, c'est le secrétaire général des Tréfileries Berlet. Oui. L'homme de confiance de mon mari. Et de cette conversation? Nous tirâmes la conclusion que cet état de santé coïncidait avec un surcroît de fatigue. D'autre part, une trésorerie difficile le préoccupait. Oui, pour aborder ces questions plus précises de comptabilité, j'ai là un nom, monsieur Paul Lourdequin. Oui, c'est cela, c'est le comptable. Oui. Mais pour cette question de santé, j'ai préféré en parler à Marcelin. Nous le considérons comme un ami, enfin, plus que comme un simple adjoint de mon mari. Vous a-t-il utilement conseillé? C'est-à-dire que nous sommes tombés d'accord. Moi seule pouvais convaincre Patrice de prendre du repos. Et vous avez pu obtenir ainsi un résultat? Au bout de quelques semaines, sa volonté aidant, il parvint à se reprendre. Et cet an dernier, rien ne vous a indiqué qu'il pouvait être retombé? Non. À aucun moment, jamais la moindre impression qu'il puisse attenter à ses jours? Jamais. Ce revolver? Non. Excusez-moi. Pardonnez-moi. Allez. Oui, vous le saviez en sa possession? Mais oui, c'était son vieux revolver d'officier. Il était rangé dans la bibliothèque du petit salon. Je dis rangé, c'est abandonné plutôt. Mais vous sentez-vous en état de me relater cette soirée? J'essaierai. Eh bien, Patrice. Oh mon Dieu. Mais, Non, laissez. À peine le repas terminé, il s'est levé. Il a embrassé distraitement les enfants. Sophie,
Frédéric et Michel. Pardon, distraitement, dites-vous. Oui. Ah oui, vous avez raison, ça paraît bizarre. Non, mais ça souligne en tout cas l'absence de pressentiment de votre part. Et il les a donc embrassés. Et puis il s'est retiré dans le petit salon. Oui, continuez. Sophie et Frédéric m'ont dit bonsoir aussitôt et ont quitté la table. Je suis moi-même allée mettre Michel au lit. Et vous avez alors regagné votre chambre. Oui. Saviez-vous que M. Berlet-Thibert allait recevoir quelqu'un ce soir-là? Vous me l'avez appris. Oh, recevoir est d'ailleurs un grand mot. Monsieur Liénard est venu le rejoindre par la lingerie. Ah, justement, cette porte qui fait communiquer l'appartement et les bureaux n'est jamais fermée? En principe, si, mais parfois mon mari, comme ce soir-là, laissait ouvert et sans cérémonie, Marcelin ou le comptable le rejoignait. Oui, je vois. Oui. En principe, M. Liénard serait resté assez tard. Eh bien, Frédéric, mon fils, dit qu'il est parti vers 22h30. Il a entendu le bruit sourd de la porte du palier. Mais d'où pouvait-il entendre? Mais de sa chambre, il était couché. Pardon, où se trouve sa chambre? Ah, attendez, monsieur le commissaire. Elle est là. Ah, oui. Contiguë à la fois à l'entrée et au petit salon. Oui, merci. Monsieur Liénard serait donc parti et c'est un peu plus tard que vous-même... Mais beaucoup plus tard. Je m'étais endormie en lisant. Et vers 1h, je me suis réveillée en sursaut. La lumière était allumée. J'étais toujours seule. Alors j'ai passé une robe de chambre et puis... Je voudrais être, monsieur... Oui, même. Je voudrais être avec mes enfants. Oui. Mes enfants. Oui, je vous laisse, madame, je vous laisse. Souhaiteriez-vous rencontrer quelqu'un du bureau? Il me faut d'abord retrouver mon adjoint. Mais le moment est sans doute venu de vous mettre au courant, madame. Je suis en mesure de considérer cette affaire sous un angle différent de celui des premières heures. Différent? Oui. Je ne comprends pas. Peut-être du point de vue religieux, trouverez-vous quelque soulagement à la nouvelle que monsieur votre mari n'aura pas attenté lui-même à sa vie. Vous voulez dire? Les présomptions en faveur d'un meurtre, madame, sont grandes. Très grandes. Oh, mon Dieu. Alors, Clément, qu'est-ce que vous nous rapportez? Eh bien, d'abord la date de leur mariage, monsieur le commissaire. 8 janvier 1941 à Limoux, près de Carcassonne. Réfugiés? Oui, tous les deux, mais séparément. Elle y était arrivée en juin 40 avec monsieur et madame de Muffat-Tréville, et lui un peu plus tard. Armand de Muffat-Tréville. C'était son nom de jeune fille. Un contrat? Oui, séparation de biens, il y a eu 3 enfants. Oui, on le sait, oui. Sophie, 15 ans, Frédéric, 13 et le petit Michel. Ah bon? Et précisément, tâchez donc de vous placer sur le trajet du jeune Frédéric, lycée Carnot, 4e moderne. Il aurait entendu Liénard quitter l'appartement vers 22h30. Ah, intéressant. Oh, si peu. Seulement, s'il avait pu percevoir autre chose, ça nous orienterait peut-être. Bon, ce sera fait tout à l'heure. Attention, demandez l'autorisation à Madame Berlet-Thibert auparavant. Entendu, monsieur le commissaire. Bon, le personnel. Eh ben, voilà des notes, monsieur le commissaire. Le secrétaire général. Après? Le comptable. Bourdequin-Paul, je sais. Maurice Masson, correspondancier. Et mademoiselle Rosie Proudhane, la secrétaire particulière de monsieur Berlet-Thibert. Quel âge? 28 ans. Joli? Oui, il m'a paru agréable. Bon, nous allons voir ça. On me dit, monsieur le commissaire, que vous demandez... Monsieur Liénard, mademoiselle. Malheureusement, il est absent. Il a dû se rendre à la banque. Il y a donc une autre sortie? Mais oui. Qui communique avec l'escalier de service. Très bien. J'attendrai donc monsieur le secrétaire général. Ce ne sera pas bien long. Pourrais-je le remplacer en attendant? Je suis... Mademoiselle Rosie Proudhane. Naturellement. Et vous savez aussi que je suis secrétaire. Depuis 7 ans. Parfait. Alors, que puis-je vous apprendre? Eh bien, peut-être la nature des sentiments que vous éprouviez pour monsieur Berlet-Thibert. La nature des sentiments... Mais comprenez-moi, entre gens qui collaborent aussi étroitement, il peut se créer certains liens, même informulés. L'aimiez-vous beaucoup? Mais il est depuis... Enfin, il était depuis 7 ans... Oh, mon Dieu. Oui, cette émotion m'apporte une réponse. Il a été mon premier patron, le seul. Alors en 7 ans... Mais oui. Suggérez-vous quelques mobiles possibles? À son suicide?
ne sais pas. Je ne peux pas savoir. Rien à la réflexion ne vous paraît de nature à nous éclairer maintenant. Il restait si fort, si sûr de lui toujours. Et dans la marge de l'affaire? Monsieur le secrétaire général vous éclairera mieux que moi. Bien sûr, bien sûr. Pardon? Par ici, nous sommes... Dans le bureau de monsieur Patrice. Vous permettez? Non. Eh bien? Non, je vous en prie. Il avait l'habitude d'appeler sa femme à tout instant. Nul n'a touché à ce téléphone depuis... Mais il pourrait croire... Oh, mais ce serait horrible, voyons. Mais rassurez-vous, je suis aussi sensible que vous, mais pas aussi inquiet peut-être. Comment? Allons, mademoiselle Prudal, le chemin de la banque passe donc pour monsieur le secrétaire général par l'appartement de madame Berlet-Hibert? Je ne comprends pas. Je vais vous aider. Vous êtes, je crois, très lié avec monsieur le Guénard. Marcelin est mon fiancé. Là, que vous disais-je? Nous allons nous marier. De mieux en mieux, excellente chose. Et bien entendu, vous avez confiance en lui. Que croyez-vous? Et vous? Ah, oui. Mais vous vous trompez. Vraiment? Eh bien, je vous remercie, mademoiselle. De quoi? Mais de rien, simple formule. Un mot, cependant. Savez-vous pourquoi M. Liénard a retrouvé M. Berlet-Hibert à l'appartement samedi à 21h30? Certainement pas. Vous n'ignoriez ce rendez-vous? Mais non. Et vous n'en connaissez pas les raisons? Les deux dirigeants des Tréfileries avaient constamment des entretiens. Celui-ci n'avait probablement rien de particulier. Oh, rien, en effet. À ceci près que le principal interlocuteur allait mourir quelques instants plus tard. M. Liénard est le dernier à avoir vu M. Berlet-Hibert vivant. Ça m'intéresse. Mais est-ce tellement certain que Marcelin... A vu Berlet le dernier? Nous en sommes persuadés. En quoi ceci vous concernerait-il? Oh, rien. Je suis nerveuse. C'est assez compréhensible, Oui, je pense. certes, mademoiselle. Eh bien, en attendant monsieur votre fiancé, j'aimerais revoir monsieur Hourdequin que je n'ai qu'entrevu tout à l'heure. Bien, je le fais venir. Et il y a longtemps qu'il collabore aux Tréfileries? Il vous le dira lui-même. Espérons-le. Nous nous sommes déjà vus, monsieur Hourdequin. Oh, ça je crois pas. Mais si, tout à l'heure. Ah, bah oui, naturellement. Oui, nous avons trouvé des dossiers à noter de la main de monsieur Berlet-Hibert. Ah, dis donc, hein. Quoi donc? Monsieur Patrice. Oui. Bah, il était là, puis tout d'un coup, il est plus là. Eh oui. Autant dire effacé. Vous vous rendez compte? Ah, assez, oui. Et puis c'est vous, le commissaire, qui a occupé son fauteuil. Oh, pour un court moment, monsieur Hourdequin. Dites-moi, j'ai trouvé ici un dossier portant la mention à soumettre à Dequin. Au fait, qui est Dequin? C'est moi, bien entendu. Enfin, pourtant, votre nom, c'est bien... Ah, oui. Hourdequin Paul, comptable Hourdequin Paul, seulement... Cet homme-là, qu'est-ce que vous voulez? Il y avait que les noms à rallonge qui l'intéressaient dans l'état civil. Oui, les noms composés. Et les noms comme ça. Lui, il s'appelait Berlet-Hibert. Oui. Vous voyez? Puis sa femme, c'est une Muffat Tréville. Et puis il y a pas longtemps, il avait trouvé une Mauvert-Fontaine. Mauvert-Fontaine? Oui, Mauvert-Fontaine. Alors, si par hasard, il se trouvait forcé d'engager un technicien comme moi, avec un nom tout bête, comme le mien, eh ben, il faisait comme, quoi. Oui, il décomposait votre nom. Mais oui, je vous le dis, si ça le prenait, il m'appelait aussi bien Dequin, comme il l'écrivait. Pas curieux, ça? C'est assez curieux, en effet. Non, remarquez que moi, ça m'a jamais gêné. Il m'appelait, je répondais, quoi, c'est tout. Oui, vous n'aimiez pas le contrarier. Oh, contrarier, quoi? Moi, j'ai jamais contrarié ni défi. Dites-moi, il y a longtemps que vous travaillez avec M. Berlet-Hibert? Bon, longtemps, vous savez, il y en a qui disent que le temps leur dure, et puis d'autres... Ah non, écoutez, pas de philosophie, maintenant. Ah bon? Bon, oui, alors, s'il vous plaît, à quelle date êtes-vous entré aux Tréfileries de Cherbourg? Ça serait plutôt, attendez voir, dans les 41... Voulez-vous me préciser ce plus tôt, un peu vague? Vers la fin. Non, une date, s'il vous plaît. Mettez le 7 novembre. Voyons, mettez, est-ce le 7 novembre 1941, oui ou non? C'est moi qui tiens le livre du personnel. Pour moi, j'ai inscrit le 7 novembre, alors si je me souvenais pas, des fois... Oui, il est une chose, en tout cas, dont vous allez sûrement vous souvenir. Ah oui? Vous avez bien été comptable chez Braquier. Chez... Les jouets. Ah oui, les marionnettes, vous voulez dire. Braquier. Oui.
Et vous savez tout, alors. Oui, presque. Braquier? J'ai arrangé sa comptabilité. Oui. Et ça vous a coûté? C'est pas sur la fiche. 2 ans de repos. Ah oui. Hourdequin, maintenant que nous nous connaissons, dites-moi, cette affaire des tréfileries Berlet, a-t-elle toujours bien marché? C'est-à-dire que quand j'ai pris les livres, ça n'allait pas très bien. Oui. Monsieur Patrice me disait toujours il faudrait de l'argent frais. Et puis cet argent frais, bien, il a fini par nous arriver. Sous quelle forme? 1 million. 1 million que mademoiselle Muffat-Tréville avait en dot. Oui, alors si je comprends bien, ceci placerait votre entrée aux tréfileries avant le 8 janvier 1941. Ah, ça placerait... Naturellement. Comment, dans ce cas, expliquez-vous que votre entrée soit portée sur le livre le 7 novembre de cette année-là? C'est-à-dire qu'il faudrait peut-être chercher... il faudrait peut-être chercher. Oui, peut-être. Dites-moi, vous me paraissez, Hourdequin, considérer bien sereinement ma présence ici. Et pourquoi donc je ne serais pas serein? Pour cette simple raison que M. Berlet-Hébert a été assassiné samedi soir entre 21h30 et 22h30. Assassiné? Oui, il ne s'agit pas d'un suicide. Assassiné? Mais qui donc a fait ça? Si nous le savions. Voilà, nous nous reverrons, monsieur Hourdequin. Ça n'a pas d'importance, bien entendu, mais vous m'avez cité un nom tout à l'heure, celui de Mauvert-Fontaine. Oui. Qui est cette personne? Je ne la connais pas. Alors pourquoi l'avez-vous cité? Ça m'est revenu en tête, c'est tout. Un jour, monsieur Patrice a laissé tomber une enveloppe, je l'ai ramassée, j'ai couru après lui. Il a paru furieux, il a voulu savoir. Mais moi, bien entendu, j'avais rien vu. J'avais rien vu. Vous comprenez, sur l'enveloppe, j'avais eu qu'à jeter les yeux, naturellement. C'était pour une Mauvert-Fontaine. Oui, Clotilde de Mauvert-Fontaine. Et c'était récent, cet incident? Il y a quelques jours. Entrez! Je vous demande pardon, monsieur le commissaire. Monsieur Liénard est là. Bon, je vais le voir. Mais il y a également un monsieur Clément qui vous demande. Au téléphone? Non, dans l'entrée. Je viens. Eh bien, Clément, nous allions nous voir ce soir? Oui, mais je viens de ramener le jeune Frédéric du lycée, monsieur le commissaire. Oui, alors? Et puis je ne viens pas seulement pour ça. Nous savons quelque chose sur mademoiselle... Chut, Clément, nous ne sommes pas chez nous. Alors, allez-y, vous avez noté ça? Oui, tout y est, monsieur le commissaire. Cela n'a pas eu de suite, mais c'est intéressant. Bon, je verrai ça après. Que raconte le jeune homme? Eh bien, il a entendu le visiteur sortir 2 fois de l'appartement. Comment, 2 fois? À 22h30 et plus tard? C'est-à-dire qu'à 2 reprises, on a refermé la porte d'entrée. Oui, mais ça ne prouve pas que c'était aussi Liénard qui la refermait la seconde fois. C'est ce que je lui ai dit. Son père pouvait aussi bien la refermer de l'intérieur. Le petit affirme que c'était le bruit de la porte tiré par quelqu'un qui sortait. Depuis des années qu'il entend ce bruit de son lit, il est sûr de ne pas se tromper. C'est tout de même bizarre. Si c'était Liénard, il serait rentré. Et dame, par les bureaux. Oui. Ce qui paraîtrait plus certain, c'est qu'ils se soient disputés. Ça, c'est beaucoup mieux. Oui, son père aurait élevé la voix à un moment donné, et à plusieurs reprises, il aurait répété... Attendez, vous l'avez sur mes notes. Voilà. Oui, ma décision est formelle. Et il aurait encore dit avec force non et non. Voilà. Oui, ça me paraît un peu trop intéressant. Monsieur Liénard, désirez-vous poursuivre ce libre entretien? Mais je le demande expressément. Vous avez déjà interrogé la secrétaire, vous avez interrogé le comptable. Que vous interrogiez le secrétaire général reste tout à fait dans l'ordre logique. Puisque vous venez de voir Madame Berlet-Hébert, vous voilà tout à fait au courant. Au courant. S'il s'agit du drame épouvantable... Vous savez par conséquent que nous parlons non pas suicide, mais meurtre. Évidemment. Aussi incroyable que cela soit. Parce que le suicide vous paraissait plus normal. Je ne dis pas cela. Bien entendu. Mais le crime reste à prouver. Alors. Dans ce sens, le rapport est formel. Ne serait-ce que la simple absence de tatouage de poudre sur la peau du dos de la main.
ainsi qu'il apparaît dans les suicides par revolver. Mais alors, mais par qui? Comment? Pourquoi? Ah, voici de saines, de solides questions. Auxquelles vous répondez? Monsieur Liénard, écoutez-moi bien. Tout à l'heure, en arrivant, j'ai lu sur la porte « Entrer sans frapper ». J'ai tourné le bouton et de l'antichambre même, m'a bien compris, un simple pas. Et là, derrière la double porte vitrée, une discussion m'a aussitôt été offerte. Et elle mettait aux prises deux êtres, qu'un amour unissait, mais que l'objet même de la discussion, momentanément, désunissait. Il s'agissait de Rosie, la secrétaire, et de vous, monsieur Liénard. Oh, monsieur le commissaire. Ah, j'ai parfaitement distingué la conversation. Rosie ne voulait pas, elle ne voulait pas que Marcelin aille voir Armande. Armande, qui se trouve être justement la veuve du disparu. C'est bien ça. Puisque vous écoutiez aussi attentivement. Parfait, parfait. Et j'en viens aussitôt à ce deuxième point que voici. Je sais que vous avez eu un entretien avec la victime. Il était environ 22h30. Or, j'apprends que cet entretien, ou plutôt cette discussion, a été très sérieuse. Serrée, même. Non, mais je... c'est moi fini. Si serré que Patrice Berlet-Thibert est entré à un moment donné dans une colère violente. Mais c'est faux, c'est absolument faux. Il n'est jamais allé jusque-là. Allons donc. Mais il s'est animé, tout au plus. Oui, fort bien, il s'est animé. Preuve, je pense, d'une situation qui tout de même se tendait. Certes. Eh ben voilà. Mais nous y sommes. La situation se tendait. Je note. Et elle se tendait avec des phrases telles que « Ma décision est formelle, je n'y reviendrai pas, et non, et non, etc., etc. » Exact? Je ne le nie pas. Parfait, je note. Et j'en viens à ceci. Il existe pour moi, sans conteste possible, un lien étroit entre ces deux discussions, entre ces deux bribes de conversation, l'une Marcelin-Rosie, l'autre Marcelin-Patrice. Elles ont toutes deux des points communs. Dans chacune, quelqu'un refuse à l'autre quelque chose. Et de toute façon, leur refus est exprimé avec passion. Vous me suivez bien? Sans savoir où vous allez. Tout cela n'offre pour moi aucun rapport. Très bien. Reprenons maintenant au commencement. À quelle heure votre entrevue avec M. Berlet-Thibert, samedi soir? 21h30. Les raisons? La marche financière de l'affaire. Vous êtes parti? À 22h30. En êtes-vous bien sûr? Ah, certain. Pourtant, le jeune Frédéric... Mais Frédéric ne peut pas s'être rendu compte. Il dormait à moitié, il marchait les yeux fermés. Il marchait les yeux fermés. Mais oui. Il s'est cogné à moi. Il ne voyait même pas où il allait, préoccupé de retenir à demain son pantalon de pyjama. Oui, son pantalon de pyjama. Et il s'est cogné à vous. Oui, alors que je sortais. Enfin, il a pu facilement croire... Que vous reveniez. Forcément. Oui. Ce qui est curieux, c'est qu'il n'en ait rien dit. Mais comment... Vous parliez de lui. Mais seulement pour évoquer le bruit de la porte d'entrée qu'il a entendu refermer 2 fois. Ce qu'il prouve bien qu'il dormait. Vous pensez? Mais il n'y a pas de doute. Et si vous étiez revenu pourtant sur vos pas un peu plus tard? Pourquoi le tairais-je? On se le demanderait. C'est absurde. À moins que vous n'ayez rencontré quelqu'un. Mais qui? Vous avez bien déjà rencontré le petit. Je vous ai dit... Qui dormait, oui, c'est vrai. Alors qui? Personne. Je n'ai vu personne. Ah bon, parce que vous étiez donc vraiment revenu. Oh, c'est infernal. Du calme, je vous en prie. Et passons, si vous le voulez bien, à l'état de vos relations avec M. Berlet-Thibert. Vous entendiez bien avec lui? C'est peu dire. J'avais eu une grande affection pour lui. Et lui? La dette était de mon côté. Comment se comportait-il envers vous? Oh, il était assez dur et exigeant, mais juste. Oui, ce sont les rapports d'affaires. Mais les rapports humains? Il se confondait. Madame Berlet-Thibert? J'ai pour elle la plus vive admiration. Oui, j'entends bien. Elle vous considérait avec une grande bienveillance. Je lui dois plus encore qu'à lui. Vous l'appeliez Armande? Elle m'y avait invité depuis longtemps. Tout le monde, d'ailleurs, m'appelait Marcelin dans la famille. Alors, pardonnez-moi, une question délicate. Oui? Aucune ombre, jamais, dans vos relations à tous trois? Que voulez-vous dire? Que vous admiriez Armande? Que vous êtes jeune? Qu'elle est fort jolie femme? Monsieur le commissaire. Monsieur, je parle français. Et il nous faut y penser. Son mari Patrice aurait fort bien pu imaginer... Mais à aucun moment. Armande, à ses yeux comme aux yeux de tous, était, et reste, au-dessus de tout soupçon. Mon respect pour elle... Oui, parfaitement connu. Qu'alliez-vous lui demander alors, qui vous intéressait autant que Rosie? Rien, en tout cas, qui vous regarde.
Rien qui soit en rapport avec le crime. Qu'en savez-vous? Le coupable est un familier. Mais pourquoi un familier? Tout nous l'indique. Et nous sommes seuls à pouvoir enchaîner entre eux des éléments d'actualité si personne ne nous les cache. J'en termine avec vous. Mais nous reprendrons plus tard. Toutefois, 2 questions encore. J'écoute. Le comptable Hourdequin, Oui. quand est-il entré aux Tréfileries? Oh, bien avant moi, attendez. Moi, j'ai une date. J'ai une date à fin 41. Oh, c'est très antérieur. Tiens, êtes-vous sûr? Absolument. Paul était là bien avant la guerre. Bon, je note. Et maintenant, voulez-vous me dire où en étaient les relations du directeur et de mademoiselle Proudhane, votre fiancée? Où elles en étaient? Oui, je vais vous aider. D'après vous, que s'était-il passé le 21 février 1955? Oui, le 21 février 1955. J'aurais dû m'en douter, bien sûr. Que nous connaissions cette date. Comment en aurait-il été autrement? Monsieur Liénard, pouvez-vous me donner votre parole qu'il n'y a aucune relation entre cette date qui intéresse directement mademoiselle Proudhane et ces 3 faits, la discussion Rosie-Marcelin, l'entretien Marcelin-Patrice et l'entrevue Marcelin-Armande? Le pouvez-vous? Non. Non. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je vais tout vous dire. Et c'est alors, madame, qu'il s'est effondré. Effondré? Que voulez-vous dire? Il a brusquement convenu que le but principal de son entrevue avec la victime était bien d'obtenir la restitution de cette lettre. Monsieur le commissaire, vous n'allez pas prétendre... En cette matière, madame, on ne peut qu'affirmer. Je n'en ai pas la possibilité. Je pense bien. Pour l'instant, nous avons l'heure et l'arme du crime. Il se pourrait que je tienne un mobile. Un mobile? Cette lettre, cette discussion? Mais oui. Mais aussi fut-il. Enfin, va-t-on tuer pour cela? Écoutez, vraiment, je vous assure. Vous vous égarez, commissaire. Si vous permettez, nous verrons. En tout cas, j'ai besoin maintenant d'une précision. Laquelle? Lorsqu'en février 1955, cette somme a disparu du bureau de M. Berlet-Hibert, ce dernier, vous en avait-il parlé? Il ne me cachait rien, commissaire. Il avait aussitôt soupçonné Rosie? Non. Non, certes, il n'aurait jamais déposé sa plainte. Mais d'ailleurs, il l'a aussitôt retirée au lendemain de cet aveu spontané de Rosie. Spontané? Disons, dicté par la crainte née de la convocation du commissaire pour le lendemain. Oh, n'importe. Elle a avoué d'elle-même. Ça n'était pas si facile, je suppose. Et cela n'a pas dû l'être, en effet. Cette lettre d'aveu qu'il a exigée d'elle en témoigne suffisamment. Elle n'était pas dans la manière de Patrice. Et elle n'a jamais représenté pour lui qu'un test de la sincérité de Rosie. Vous ne pensez donc pas que M. Berlet-Hibert se soit jamais servi de cette lettre? Qu'il y ait jamais fait allusion? Mais je ne comprends même pas que Marcelin prétende une chose pareille. Rosie aurait pu tout bonnement le lui faire croire. Rosie, désireuse de récupérer ce document qui l'inquiétait. Vous ne croyez pas? Mais c'est tellement loin de moi. Il ne me reste, avant de prendre congé, qu'à vous prier de me remettre cette pièce si importante. Comment vous remettre? Mais je ne l'ai pas. Vous ne l'avez pas? Mais il y a beau temps qu'elle n'existait plus, voyons. J'aurais dû vous le dire tout de suite. Oh, il y a longtemps que j'avais exigé de Patrice qu'il la détruisît. Il l'avait déchirée devant moi, ça je vous l'assure. Et il persistait à la refuser ainsi à Marcelin? Il tenait probablement à en conserver la légende. Il y aurait tenu à ce point? Oh, écoutez, monsieur le commissaire, je n'en sais rien. Bien sûr. Nous voilà donc en présence d'un mobile imaginaire. Un mobile absurde. D'abord, je sais Marcelin absolument incapable de faire du mal. Allons, madame. Mais il avait l'habitude de tenir tête à mon mari. Il ne se serait pas laissé emporter à ce point. Mais fait-on si bon marché de la vie? Il y faudrait en tout cas un caractère, un tempérament qui n'est pas le sien. Mais pas du tout, commissaire, pas du tout! Pourquoi mettez-vous tant de passion à l'aider, madame? Moi, de la passion? Exactement. Et depuis un moment déjà. Mais c'est affreux! Mais voyons, monsieur le commissaire. Mais est-ce que vous pensez cela? Mais c'est horrible si c'était lui, mais
Mais ce serait un point, Mais je pense comme vous, madame, seulement il y a ceci. Monsieur Marcelin Liénard a déjà menti 3 fois au cours de mon enquête. Et je l'en ai convaincu. Il y a d'ailleurs un fait à ce sujet qui me paraît très étonnant, mais qui est constant. L'on me ment. Commissaire. Je suis déjà en présence d'au moins 3 personnes qui m'ont menti, madame. Mademoiselle Rosie Prodan m'a menti. Monsieur Liénard m'a menti. Monsieur Hourdequin, tenez, madame, tenez. Vous allez vous-même en convenir et d'ailleurs m'apporter un témoignage. Monsieur Hourdequin, le comptable. Oui. À quelle date pensez-vous qu'il soit entré aux Tréfileries? Allons, dites. Voyons, quelle date? Eh bien, je crois... Enfin, il me semble... Ah oui, c'est ça même. Il est entré fin 41. Comment? Oui, à la fin de l'année 1941. Voyons, madame. Êtes-vous bien sûr de ce que vous avancez là? Oui, monsieur, je ne peux pas vous préciser la date plus que cela, mais monsieur Liénard le fera sûrement. Vous voulez dire... En somme, il y avait déjà un grand moment que vous étiez mariés. C'est cela même, il y avait un grand moment que nous étions mariés, enfin, depuis le début de l'année. Je vous remercie, madame. Mais vous le saviez, Rosie Prodan. Je ne savais rien du tout. Mais si, vous le saviez parfaitement que cette lettre était la raison de l'entrevue entre Marcelin et la victime. Ah non! Non, je ne marche pas, monsieur le commissaire. Eh, ça ne vous entraînerait pas loin, pourtant. Sûrement à me faire accuser celui que j'aime, malgré moi. Parce que vous admettez que ça serait tout de même l'accusé. C'est ce que vous cherchez à me faire dire. Je ne cherche qu'à vous faire reconnaître le fait. Lequel? Que Marcelin était résolu ce soir-là à vous rapporter cette lettre, quoi qu'il lui en coûtât. Et que de ce fait, il avait une excellente raison de tuer son patron. C'est bien cela. Oh, là, les choses ne sont pas si simples. Enfin, oui ou non, encore une fois. Non à tout. Mais vous ne comprenez pas ce que c'est que ce garçon, vous ne comprenez rien. Ah oui, vous aussi. Parce qu'on vous l'a déjà dit, n'est-ce pas? Probablement Armande. Continuez, s'il vous plaît. Vous arrêtez pas là-dessus. Pourquoi dites-vous que je ne comprends pas ce garçon? Monsieur le commissaire, c'est justement pour la défendre, pour essayer... Pour essayer? Je ne peux pas... Vous ne me ferez pas dire... C'est pour la défendre. Là, qui? De qui parlez-vous? Mais de qui voulez-vous que ce soit? Elle! La pure, la merveilleuse, la bien-aimée! Allons. Calmez-vous, Rosie Prodan. Qu'aurait voulu, d'après vous, entreprendre Marcelin pour Armande? Vous voulez me forcer à parler? Mais Marcelin est à moi et vous ne me le prendrez pas! Mais on ne veut vous prendre personne. Et vous compliquez les choses si vous ne vous expliquez pas. Y a-t-il autre chose entre vous 3? Quoi donc? C'est à lui que je vais le demander. Clément! Faites entrer Marcelin. Marcelin, il est là? Eh, évidemment. Oh non, je ne peux pas le voir devant vous. Je vous en prie. Marcelin! Rosie. Oh, Marcelin, je ne suis pour rien dans cette mise en scène, tu le sais. Tu me crois, n'est-ce pas? Mais bien sûr, je te crois, Rosie. Monsieur Liénard, ne craignez rien. Naturellement, il n'y a aucune mise en scène. Vous pensez bien. Simplement, mademoiselle Prodan prétend qu'il est impossible que vous ayez réclamé la lettre d'aveu à monsieur Berlet-Hibert ce soir-là. Je vous demande d'abord de me répéter devant elle vos paroles. Eh bien... Marcelin! Oh, Marcelin, attends, ne parle pas tout de suite, réfléchis. Mademoiselle... Oh, tu sais bien que ce pourrait être le seul mobile du crime. Mademoiselle Prodan! Rosie, j'ai été obligé. Il savait. Oh, Marcelin, mais il croit que c'est toi qui l'as tué, cet homme. Je vous en prie, mademoiselle. Que tu as fait ça pour moi, pour cette lettre, entends-tu? Ah, maintenant, mademoiselle, ça suffit. Oh mon Dieu, il se tait. Monsieur Liénard, mademoiselle Prodan vous avait-elle à un moment quelconque, et en tout cas récemment, demandé de récupérer sa lettre d'aveu, ainsi que vous me l'avez déclaré? Oui ou non? C'est la vérité, monsieur le commissaire. Marcelin, mais pourquoi dis-tu cela? Mais ce n'est pas vrai, pourquoi inventes-tu de toutes pièces? Mais regarde-moi, tu me caches quelque chose. Rosie, n'insiste pas. Les faits sont tels que j'ai expliqué. Mais fou, tu ne comprends pas. Mais si tu continues... Mais voyons, mais c'est certain, le mobile est suffisant. Oh, monsieur le commissaire, pourquoi ne faites-vous pas cesser? Ah, si tu continues, Marcelin!
Si tu continues, Rosie. je révèle au commissaire. Rosie, je te défends! Ce que tu m'as dit l'autre soir. Si tu fais ça, Rosie. Quand tu es revenu. Oh! Alors, qu'est-ce qu'il vous a dit? Ah, mais ne l'écoutez pas, elle va sûrement vous trouver quelque chose. S'il vous plaît, monsieur. Mademoiselle Proudhon, que vous a-t-il raconté quand il est revenu? Mais quand je suis revenu, je ne l'ai même pas vu ce soir-là. Tu me l'as dit. Oui, tu me l'as dit. Quand je suis revenu, il était déjà mort. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Stop! Quand il est revenu? Dans l'appartement? Monsieur le commissaire. Assez! Mademoiselle, dans l'appartement? Oui. Ça, elle ne peut pas l'avoir inventé. Marcelin, vous êtes donc bel et bien revenu dans l'appartement après l'avoir quitté une première fois, contrairement à vos dénégations. Je dis la vérité. Marcelin, c'est pour elle. Je sais, pour ne pas la compromettre moralement. Mais faites-la taire! Moralement! Quand elle a tué son mari, monsieur le commissaire, c'est pour Armande. Il ne se rend pas compte parce que le patron... Oh, je le dis, Marcelin! Si tu ne te rétractes pas sur le champ, je donne la vraie raison! Monsieur le commissaire, écoutez-moi! Non, monsieur! C'est elle que j'écoute. Rosie, tu peux pas faire ça. Liénard! Mais ne la croyez pas. Rosie, je ne te le pardonnerai jamais. Marcelin, je ne veux pas que tu te condamnes toi-même pour des chimères. Oh, monsieur le commissaire! Non, monsieur! Laissez-la parler. Rosie. Non. Monsieur le commissaire, il ne voulait qu'une chose. Plaider la cause de la belle Armande. Mais tu vas te taire. Silence! Tu vas te taire! Silence! Quelle cause? Rosie Proudhon? Plaider la cause? Monsieur Berlet-Thibert voulait divorcer. C'est faux! Il voulait divorcer. Monsieur le commissaire, devant elle! Voyez, j'avoue. Non! Assez! Qu'est-ce que vous avouez? C'est moi. C'est moi qui ai tué Monsieur Berlet-Thibert. Mais, puisqu'il a avoué, monsieur le commissaire... Oh là, Clément, pas si vite, il a avoué. Mais le mobile ne colle plus très bien. Patrice voulait divorcer et Armand n'était pas d'accord. À ce propos, j'aimerais revoir la pièce du dossier. Cette coupure de presse encadrée de rouge. La Gazette du Palais? Exactement. Ah, la voilà. Merci, merci. Ah, c'est bien ça. Ben oui, je me rappelais vaguement un arrêt de la Cour d'appel du 17 février 1961 faisant droit à une demande d'annulation de mariage. Et il est encadré de rouge. Ça vous chatouille pas un peu les oreilles, Clément? Ah oui, parce que vous pensez que cela intéresserait... Mais l'un des deux conjoints, évidemment. Où se trouvait ce document? Dans le petit meuble du salon, dans le tiroir, sans doute sous le revolver. Sous le revolver? Enfin, dans le tiroir... Où on a pris le revolver pour tuer? Oui, c'est ce que je voulais dire. Donc, pas nécessairement avant. Si l'assassin tenait cette coupure à la main au moment du geste. Ah, il l'aurait jeté dans le tiroir. Je ne sais pas, Clément. Il faut chercher. Vous voulez toujours les résultats? Ah, plus que jamais, Clément. Bon, alors voilà. Hourdequin est véritablement entré aux Tréfileries en février 1937, d'après la Sécurité sociale. Bon, il a menti. Ah, ça, on s'en doutait. Il est là? Oui, il attend. Bon, je le vois tout de suite. Après. Clotilde de Mauvert-Fontaine. Le nom de l'homme, oui. Alors, de qui s'agit-il? Personne fortunée habitant Neuilly. L'adresse est là. Elle allait se remarier. Avec qui? Avec un industriel, qu'elle a connu par une marieuse, Madame de Passy. Parfait. L'adresse? Notée par là. Bon. Alors vous me la cherchez, hein? Et je file voir cette dame, après Hourdequin. Voudriez-vous consentir à m'expliquer, monsieur Hourdequin, pourquoi vous m'avez menti? Mais quand donc vous aurais-je menti? Quand vous m'avez affirmé l'autre jour être entré aux Tréfileries Berlet en fin 41. Je vous ai pas menti. Non, pardon. Vous êtes entré boulevard Haussmann en février 37, d'après les registres de la Sécurité sociale. Alors? Puisque vous l'avez retrouvé. Non, mais enfin, pourquoi cette fausse date pour le début de votre collaboration à la maison Berlet-Thibert? Vous avez vu mes livres? Oui, enfin, j'ai vu le rapport de l'expert. Eh bien, rentré 1 million en début 41. 1 million? Oui. Hein? Mettons, et alors? Eh bien, c'était le million du mariage. Jusqu'ici, c'est pas très clair. Ah, écoutez, moi, je suis pas obligé de m'occuper des mariages. Et ça veut dire? Du moment que je voulais pas m'en occuper avec vous, je préférais dire que j'étais entré après, voilà.
Encore une fois, pourquoi ce mystère? Si c'était des affaires de M. Patrice, moi, bouche cousue. Oui. Vous saviez que M. Patrice avait le désir de divorcer? Voilà, c'est justement. Oui? Puisque ça marchait pas. Entre monsieur et Madame Berlet-Thibert? Mais non, l'affaire. Vous avez lu mes livres? Oui, enfin, dans une certaine mesure. Il y en avait plus. Parlez donc clairement! Mais il y en avait plus dans la caisse, c'était ratissé, on voyait le fond. Et puis, le rapport avec le divorce? Puisque ce mariage en 41 l'avait renfloué, alors... il s'était dit probablement que ça pourrait peut-être se faire encore une fois. Enfin, on divorce pas ainsi, à sa guise. Faut être deux. Peut-être que parfois il suffit d'être tout seul. Oui, traduisez-moi ça. Ça, c'est comme je vous disais, des histoires de divorce. On n'avait qu'à creuser. Enfin, vous aviez tout de même une idée précise tout à l'heure. Écoutez, si vous savez lire les livres, oui. Vous verrez qu'à mon arrivée, il était déjà rentré 1 million. À votre arrivée, laquelle? La bonne. En 37? Oui. Et d'où venait ce million? Comme est venu le second. Dites donc, vous ne voulez pas dire que M. Berlet avait déjà été marié? Non, mais rien du tout, je veux rien dire. Seulement ça, que M. Patrice, devant le trou de la caisse, a pensé... jamais 203, c'est tout. Bon, on va creuser, comme vous dites. Ça vous regarde. Et cette lettre à Mademoiselle de Mauvert-Fontaine? Vous n'avez qu'à creuser aussi par là. Et Madame de Passy? Vous n'avez pas une petite idée là-dessus? Passy, attendez, Passy... c'est le métro, ça. Non, Hourdequin, n'exagérez pas. Mais non, comprenez, c'est le métro où Mademoiselle de Mauvert-Fontaine descendait, on ne sait pas. Oui, merci bien. Pourquoi me remerciez-vous? Vieux malin. Madame de Passy, vous connaissez donc Mademoiselle Clotilde de Mauvert-Fontaine? Une de mes plus riches clientes, monsieur le commissaire. Et vous alliez la perdre? Façon de parler, ça. J'étais plutôt sur le point, disons, de la contenter. Et l'un peut-il aller sans l'autre? C'est en quelque sorte une question de conscience professionnelle. Oui, je vous en félicite. Reconnaissez-vous sur cette photographie l'un de vos clients? Pardon? Oh, mais parfaitement. Oui? Mais c'est là le portrait de monsieur de Relais-Montour. Relais-Montour? Mais je pense bien, un excellent homme et un client de premier plan. Oui, et je dois dire, hélas, héros d'une bien triste actualité. Comment? Évidemment, car ce Relais-Montour n'est autre que Patrice Berlet-Thibert, le directeur des Tréfileries de Cherbourg. Les journaux ont dit qu'il s'était suicidé. Voilà. C'est incroyable. N'exagérons rien. Mais il m'a produit un véritable monceau de papier d'identité. Et il se disait célibataire. Vous savez. Et que cherchait-il? Mais je n'en sais rien. Tiens. Oh, folle. Mais qu'est-ce que je dis? Mais je l'avais trouvé, monsieur le commissaire. Je l'avais trouvé précisément avec Clotilde de Mauvert-Fontaine. Tout allait au mieux. Elle était d'accord. Elle cherchait depuis si longtemps. Oh, c'est navrant, vous comprenez? Oh, très bien, oui. Une affaire. Enfin, une dame si bien. Sous tous les rapports. Oui, la fortune. Et si jolie. Ce qui ne gâte rien. Jamais. La quarantaine, un âge facile. Enfin, pour moi, bien sûr. Celui où l'on désire avant tout se fixer. Oui, je vois. Elle craignait toujours, voyez-vous, de faire une boulette. Mais celui-là, il lui allait comme un gant. Mais dites-moi, comment s'était-il présenté? Eh bien, mais il m'a dit qu'il dirigeait une usine. Il m'a d'abord raconté l'éternelle histoire de l'homme seul, lassé du vide à son foyer, en quête de l'âme sœur. Il ne m'avait pas caché qu'il pensait investir une partie de la dot éventuelle dans l'affaire. Oui, ça ne vous mentait pas. Oh, vous voyez. Et il s'aimait déjà. Mais pourquoi s'est-il suicidé? Il ne s'est pas suicidé, madame. Ah non? Non. Oh, mon Dieu. Madame. Monsieur le commissaire, je pouvais me déplacer, comme tout le monde. Mais moi, je tenais, madame, à vous voir ici, en ce cadre qui vous est familier, votre foyer. Je m'efforcerai de m'y montrer à l'aise, monsieur. Je ne vous cacherai pas, madame, que je suis très fatigué. J'arrive de Limoux. De Limoux? Pas de Carcassonne. Oui,
C'est cela, n'est-ce pas? Vous vous y êtes marié pendant l'occupation. En effet. Vous permettez? Je vous en prie. Madame, j'aimerais tenir de vous quelques précisions d'ordre familial. Qui me concerne? Plus principalement qui concernent vos collatéraux immédiates. Mais quelle sorte de précision? Voyons, vous aviez des frères, des sœurs. En tout cas, une sœur. Oui, Paul? Voilà. Paul de Muffat-Tréville, marié, remarié, bien sûr, des enfants. Elle est heureuse. Nous ne la troublerons pas. Elle fut, n'est-ce pas, la première femme de votre mari. Oui, monsieur le commissaire. Il divorçait en 1939 et en janvier 1941, vous avez épousé votre beau-frère. Vous dois-je une réponse? Non, ce sont des affirmations. Mais voici une question. Saviez-vous à ce moment-là qu'au regard de la loi, article 162 du Code civil, il vous était interdit d'épouser votre beau-frère divorcé de votre sœur, à moins d'une dispense obtenue du président de la République? Non, à cette époque, bien sûr, je ne le savais pas. Et il vous la fallait. Article 164. Et pourtant, l'on vous a marié sans. Oh, pendant l'occupation. Oui, je sais. L'époque se prêtait à toutes sortes de confusions d'état civil. J'ai vu hier le maire de Limoux. J'ai pu consulter les registres. Effectivement, rien n'est mentionné. Le vieux maire qui vous a unis a disparu. Il est fort probable que, dans la hâte, il n'a pas remarqué que se trouvait porté 2 fois le nom des Muffat-Tréville. C'est-à-dire qu'en fait, on a ignoré, sciemment ou non, que vous épousiez sans dispense le mari divorcé de votre sœur. C'est bien ainsi que cela s'est passé. En ce qui vous concerne principalement, vous avez donc contracté ce qu'on appelle un mariage putatif. J'ignorais ce terme. J'ouvre une parenthèse. La rectitude de vos idées religieuses ne vous a-t-elle pas gêné? Cela me regardait moi seule. Ce n'est d'ailleurs pas la notion religieuse qui m'opposait actuellement au divorce avec mon mari. Ah, parce qu'il voulait vraiment divorcer. Mais je ne vous l'ai pas dit? Mettons, je ferme cette parenthèse. Et j'en reviens à 1941. Saviez-vous qu'au moment de votre mariage, la situation financière des Tréville-Berlet était excessivement mauvaise? Mais non, j'étais jeune, ignorante, et mon mari me tenait à l'écart de ses affaires. Je suis désolé de devoir vous le préciser. Il en était ainsi déjà quelque temps avant le mariage de Patrice avec votre sœur Paul. Ça non plus, vous ne l'avez pas su. Enfin, commissaire, en quoi cela m'intéresse-t-il? En ceci, madame. Chaque fois que son directeur se mariait, une certaine somme d'argent entrait dans la caisse des Tréfileries. C'est affreux ce que vous insinuez. Et à évidence. Les demoiselles Muffat-Tréville avaient chacune 1 million de dot. La première dot investie dans l'affaire des Tréfileries l'a renflouée. Puis des difficultés renaissent. Parallèlement, les discussions s'installent au foyer. Le divorce intervient. Alors, indépendamment des sentiments qui ne font pas de doute, la famille Muffat-Tréville va se retrouver là, dans la personne d'Armande. Taisez-vous. Taisez-vous. Je vous interdis, vous m'entendez? Il m'aimait. Il m'aimait. Oui, vous aimez, oui. Mais cet amour ne peut faire que, pour la seconde fois, le million Muffat-Tréville, qu'il a bien fallu reverser à Paul qui s'en allait, n'est pas reparu, porté sur les livres, comme l'apport d'Armande. Mais si je ne veux pas le savoir, moi, si je ne me sentais pas concernée par ces questions d'argent... Et là, c'est impossible. Il vous a enchaîné malgré vous, à votre destin, non? Faut écouter, madame, maintenant. Mais Dieu... Sachez donc que les caisses Berlet étaient vides. Mais je le sais aujourd'hui. Écoutez. Pour les remplir, encore une fois, les sentiments n'étaient pas en jeu. Ce qui lui avait été favorable 2 fois, il lui a semblé possible à tenter une 3e. Il a voulu vous contraindre à accepter le divorce. Je savais que je ne l'accepterais jamais. C'est alors qu'il vous a sans doute menacé d'une demande en annulation auprès du tribunal. Répondez, madame. Mais oui, bien sûr, oui. Il m'en avait menacé. Il m'avait dit qu'il demanderait cette annulation si je n'acceptais pas le divorce. Vous savez qu'il l'aurait certainement obtenu du tribunal. Vous le savez, en se fondant sur l'absence de dispense. Vous le saviez, n'est-ce pas? Je savais. Et vous saviez aussi que, dans ce cas, vos enfants deviendraient du même coup des enfants naturels, illégitimes et incestueux. Et vous le pensez aussi, n'est-ce pas? Vous le pensez? Non, madame. Non? Mais comment non? Non.
Car vous ignoriez qu'il suffisait que vous soyez, vous, de bonne foi. C'est-à-dire que vous ignoriez la nécessité de la dispense pour que ce mariage soit dit putatif et dès lors, par conséquent, dans le passé, considéré comme valable, jusqu'à l'annulation. Mon Dieu. Mais mon Dieu, mais c'est pas possible, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais, enfin, non. Vous vous étiez convaincu du contraire. Du jour où vous avez découvert dans cette gazette du Palais l'arrêt du 17 février 1961, ainsi rendu dans un cas strictement semblable au vôtre. Car c'est vous, n'est-ce pas, qui avez encadré au crayon rouge cet article. Vous l'avez donc trouvé? Oui, bien sûr. Et maintenant, ne vous sentez-vous pas porté à me donner votre version du drame? Mais vous n'allez pas prétendre... Vous n'allez pas prétendre que j'ai tué mon mari. Oh non, madame, non, bien sûr que non. C'est horrible. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit. Nous tenons l'assassin. Comment? Oui, il a avoué. Il a avoué? Mais oui, c'est monsieur Marcelin Liénard. C'est pas vrai. Si, nous le savions d'ailleurs. C'est pas vrai. Mais si, samedi, il avait demandé un entretien à monsieur Berlet-Thibert dans l'intention d'exiger de récupérer à tout prix la lettre d'aveu de sa fiancée. Patrice a refusé. Il ne pouvait d'ailleurs pas, même s'il l'avait voulu, il ne l'avait plus. C'était dès lors insoluble. Alors Marcelin s'est emparé du revolver, il a tiré. Il sera écroué tout à l'heure. Qu'en dites-vous? C'est bien, commissaire. Vous savez maintenant que je l'ai tué pour rien. Pour rien. Je vais vous suivre. Je n'en doutais pas. Vos enfants sont là? Sophie. Mais Frédéric est encore au lycée. Oh, il ne va plus tarder. Dans un quart d'heure. Sans doute. Eh bien, je vous tiendrai compagnie jusque-là. Ainsi, pourrez-vous l'embrasser également. Merci. Merci. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Mariage putatif, un film radiophonique de Guy Rother, avec Marcel André, Nelly Delmas, Jean Negroni, Gaëtan Jor, Jacqueline Rivière, Claude Dasset et Charlotte Clasis. Bruitage Jean Berriac, prise de son Jean Deloron, opérateur Geneviève Laureau, assistante Marie Vouilloux. Réalisation Pierre Billard.